Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier l'aspect mécanique de la contraction du cœur et comment, plus précisément, le sang rentre et ressort du cœur. Nous allons décrire en fait le cycle cardiaque ou révolution cardiaque, on peut dire les deux termes, en 5 étapes. De façon commune, on commence souvent par décrire comme première étape la systole auriculaire qui est la contraction des oreillettes. Donc, la contraction des oreillettes, elle va se produire à quel moment? Elle va se produire quand vous avez déjà du sang qui est rentré, donc, pour rappel, par vos veines, donc soit les veines caves supérieures et inférieures, soit les veines pulmonaires du côté gauche de votre cœur. Le sang il est rentré par ces veines dans les oreillettes de façon passive, du fait d'une différence de pression dans les compartiments, et il va passer directement dans les ventricules, puisque vous avez une pression dans les ventricules qui est inférieure à la pression dans les oreillettes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le remplissage passif des ventricules. Puis, donc, une fois ce remplissage passif réalisé, vous allez avoir la contraction donc de vos oreillettes qui vont en fait finir d'éjecter le sang qu'elles contiennent dans les ventricules. Et une fois que ça ce sera fini, la pression dans les ventricules va devenir supérieure à celle dans les oreillettes et ça va déclencher la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, donc qui sont les valves entre les oreillettes et les ventricules, qui étaient jusqu'ici ouvertes tant que la pression dans les oreillettes était supérieure à celle des ventricules. Donc une fois que je me retrouve dans la situation où mes deux ventricules sont pleins, mes oreillettes sont vides, et les valves auriculo-ventriculaires sont fermées, va commencer la phase de systole ventriculaire. Cette phase de systole ventriculaire, on va dire dans un premier temps qu'elle est isovolumétrique, puisque les volumes dans les ventricules vont rester constants. Et ça, c'est dû au fait que vos valves sigmoïdes, qui sont au niveau de la sortie des ventricules, entre donc le ventricule gauche et l'artère pulmonaire, le ventricule droit et l'artère pulmonaire, pardon, et entre le ventricule gauche et l'artère aorte. Donc ces valves-là, dans un premier temps, elles sont fermées. Donc ça, c'est parce que la pression dans les vaisseaux, dans les artères, elle est supérieure à celle dans les ventricules. Donc tant que cette pression est supérieure, les valves restent fermées et vous allez avoir une contraction, on va dire, isovolumétrique de vos ventricules, puisque comme vous n'éjectez pas le sang, les ventricules ils restent gardent le même volume de sang. Puis, comme vous allez contracter de plus en plus vos ventricules, vous allez augmenter la pression à l'intérieur des ventricules. Ça va déclencher l'ouverture des valves sigmoïdes, puisque vous allez avoir une pression qui va être supérieure au niveau des ventricules, et ça va permettre d'éjecter le sang au niveau des artères. Donc, cette phase-là, on l'appelle la systole ventriculaire isotonique. Et donc, c'est ce qui va permettre donc d'expulser le sang des ventricules complètement, ou quasiment complètement. En fait, on se rendra compte qu'il restera toujours un volume de sang résiduel dans nos ventricules. Donc là, c'est pas vraiment matérialisé sur le schéma. Normalement, on devrait montrer qu'il reste un tout petit peu de sang dans les ventricules, un certain volume qui ne peut pas sortir des ventricules. Voilà. Mais on éjecte une grande quantité de sang dans les artères. Une fois que ça c'est fait, nos ventricules vont se relâcher et on va avoir la phase de diastole isovolumétrique. On parle de diastole isovolumétrique parce que les volumes dans chacune des cavités vont rester constants à ce niveau-là. Les quatre valves, donc les deux valves auriculo-ventriculaires et les deux valves sigmoïdes restant fermées. Puis on va rentrer dans la dernière phase qui est la diastole générale, où là encore toutes les cavités sont relâchées, mais vous allez avoir, à force, la pression dans les ventricules ayant diminué, elle va devenir inférieure à la pression qu'il y a dans les oreillettes, et ça va permettre de réouvrir les valves auriculo-ventriculaires. Comme ces valves vont se réouvrir, on va avoir de nouveau un remplissage de nos oreillettes, puis du ventricule, remplissage qu'on va dire passif. Ce remplissage se fait juste parce qu'on a moins de pression dans le ventricule, et donc ça fait un appel de sang. Voilà. Et suite à ça, on repart sur une autre phase. Quand nos oreillettes, elles sont bien pleines, pour finir de remplir comme il faut nos ventricules, on va contracter les oreillettes. Ça va remplir complètement les ventricules. Quand les ventricules seront complètement pleins, la pression dans les ventricules va être supérieure à celle dans les oreillettes. Ça va fermer les valves auriculo-ventriculaires, déclencher le premier bruit cardiaque, etc.
Le deuxième bruit cardiaque, j'ai oublié d'en parler, il est déclenché lorsque les valves sigmoïdes se ferment. Ça se produit quand la pression dans les ventricules, elle redevient inférieure à celle dans les artères. Dans ce cas-là, les valves sigmoïdes se referment et ça déclenche, c'est toujours la fermeture des valves qui déclenche les bruits cardiaques. Et donc ce deuxième bruit cardiaque, c'est le ta. Le premier étant le tout. Voilà. Les bruits cardiaques qui sont enregistrés, comme nous l'avions vu, grâce à un stéthoscope. Donc le stéthoscope que le médecin utilise pour écouter les bruits de votre corps. Et qui là va être relié à un microphone qui lui-même sera relié à un enregistreur et ça permettra d'avoir ce qu'on appelle un phonogramme. Donc pour rappel, phono ça veut dire son et gramme ça veut dire mesure, enregistrement. Voilà. Donc ces différentes phases, on peut les interpréter sur différents graphiques. On peut s'intéresser à la pression dans les différents compartiments et on obtient le graphique type que vous voyez ici. Donc avec souvent représenté l'évolution des pressions dans les ventricules, dans les oreillettes et dans l'aorte. Et en fait, on va se rendre compte que ça suit toujours le même schéma et puis que ça se répète de cycle en cycle. Donc on va être capable de décrire ce qui se passe. Et donc vous voyez bien que là, quand on est à ce niveau-là, c'est la systole auriculaire, donc on va avoir la contraction des oreilles, donc forcément ça va augmenter la pression dans les oreillettes. Puis, une fois que cette systole auriculaire, elle est finie, vous avez complètement rempli vos ventricules, et donc ça va augmenter la pression dans les ventricules. C'est ce qu'on voit là. Puis, une fois qu'on va pouvoir relâcher la pression, évacuer le sang en fait des ventricules dans les artères, ça va diminuer la pression dans le ventricule et on va recommencer un nouveau cycle. Là, par exemple, si on regarde la pression aortique, donc dans mon aorte, on va se rendre compte que cette pression, elle augmente au moment en fait où je vais commencer à éjecter mon sang du ventricule dans l'aorte. Voilà. Ce graphique, il est intéressant. Pourquoi? Parce que il vous permet en fait de voir à quel moment, de matérialiser à quel moment vous allez exactement fermer vos valves. Et les valves, elles se ferment quand on a quand on a une différence de pression qui s'installe. Quand les pressions entre les compartiments, elles changent. Donc là, par exemple, quand vous allez avoir la pression dans les ventricules qui va monter, qui va devenir supérieure à celle dans les oreillettes, après la systole auriculaire, ça va déclencher la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Et ça permet de ne pas avoir un retour en arrière du sang qui va rester dans le ventricule et qui ne pourra pas repasser dans les oreillettes. Après, quand on va atteindre une pression qui va être équivalente dans le ventricule par rapport à l'aorte, là, ça va déclencher l'ouverture de mes valves sigmoïdes. Donc là, c'est pas un bruit, je vous rappelle, on l'entend pas. Mais ça permet de laisser sortir le sang du ventricule dans l'aorte. Et de petit à petit, comme mon sang va sortir, on va pouvoir rediminuer en pression dans le ventricule. Et le moment où, en fait, on va avoir de nouveau la pression des ventricules qui va être inférieure aux pressions qu'on va mesurer dans les artères, donc là par exemple dans l'aorte, c'est ce moment-là qui va déclencher la fermeture des valves sigmoïdes. Et donc on aura le deuxième bruit cardiaque, le ta. Et ça garantit le fait que votre sang, une fois qu'il est passé dans les artères, il revient pas en arrière dans le ventricule. Donc vous avez bien un trajet à sens unique du sang. On ne peut pas revenir en arrière grâce à la présence de ces valves qui s'ouvrent et se ferment selon les pressions dans les compartiments. Et dernière courbe importante à savoir analyser, c'est le volume de sang dans les ventricules. Donc on va se rendre compte que si je reprends mon schéma, à ce niveau-là, je suis en fin de diastole générale. Donc comme j'ai rempli de façon passive mon ventricule, j'ai déjà un bon niveau de sang dans mon ventricule. Puis, avec la systole auriculaire, je vais finir de remplir complètement mon ventricule qui va atteindre un volume maximal. Ce volume, donc on va passer sur un autre schéma pour vous le représenter. Donc là, c'est exactement le même schéma que vous aviez dans votre activité à faire. Donc mon volume max, ici on l'appelle le volume télédiastolique. Et donc, par exemple, dans mon activité, si je regarde sur le graphique, je le mesure à peu près à 200 ml, en gros. Et une fois que je vais passer dans la phase où je
contracte mon ventricule et qu'après mes valves sigmoïdes vont s'ouvrir et que du coup je peux éjecter mon sang, le volume dans le ventricule va diminuer jusqu'à atteindre un niveau minimal qu'on appelle volume télésystolique. Puisque là, c'est quand je suis en contraction maximale, j'ai atteint le volume minimal en fait de mon ventricule. Et la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique, c'est ce qu'on appelle le VES ou volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang que mon ventricule est capable d'éjecter. Et donc, ça me fait à peu près là sur ce graphique, en gros 200 moins à peu près 120 et ça me fait 80 millilitres. Donc c'est en moyenne le VES chez un adulte au repos, il est environ de 80 millilitres. Et il faut savoir que ce VES, il peut atteindre jusqu'à 150 millilitres chez le sportif au cours de l'effort. Si je reviens enfin sur mon premier graphique, je peux aussi le faire sur le deuxième graphique, mais sur le premier c'est plus facile à matérialiser, donc là je suis toujours sur les graphiques que vous aviez dans l'activité que vous deviez faire. Je vais essayer de matérialiser un cycle, donc par exemple à un endroit où c'est facile à voir, donc quand je vais commencer à avoir une augmentation de ma pression dans le ventricule, donc là je me rends compte que ça se produit à 0,3 secondes, et du coup je vais me rendre compte que mon deuxième cycle, donc à quel moment j'ai de nouveau cette augmentation de la pression dans le ventricule qui devient supérieure à celle de l'oreillette, ça se produit à 1,4 secondes. Et donc là, j'ai matérialisé entre les deux un cycle. Et donc je suis capable de dire que pour cette personne-là, d'accord, ça peut varier légèrement d'une personne à l'autre, là, à ce moment-là, pour cette personne-là, un cycle dure donc 1,4 moins 0,3, soit 1,1 seconde. D'accord ? Donc là, j'ai la durée de mon cycle cardiaque. Ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre de calculer ma fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, donc c'est en fait votre nombre de battements par minute. Donc on va lui donner comme unité le BPM, nombre de battements par minute, ou on peut aussi mettre comme unité CPM, contraction par minute. Et donc la formule, ça va être 60 divisé par la durée d'un cycle en secondes. D'accord ? Et donc là, ma fréquence cardiaque, si je fais 60 divisé par 1,1 seconde, je vais me rendre compte que je suis à 54,5 BPM ou CPM pour cette personne à ce moment-là. Voilà. En moyenne, la fréquence cardiaque chez un adulte au repos, elle est de 60 à 70 BPM. Elle peut monter à l'effort jusqu'à plus de 200 BPM. D'accord ? Et chez des sportifs, des personnes bien entraînées, au repos, elle peut descendre facilement à 30 ou 40 BPM. Voilà. Et grâce à ces deux paramètres que nous venons de décrire, donc la fréquence cardiaque, mais aussi le VES, volume d'éjection systolique, on va pouvoir déduire un troisième paramètre qui est en fait le débit cardiaque. Et le débit cardiaque, en fait, c'est le volume de sang éjecté par chacun des ventricules par unité de temps. Et en fait, il va être égal à la multiplication des deux premiers paramètres, donc au VES fois la fréquence cardiaque. Et du coup, son unité, ça va être soit les litres par minute ou les millilitres par minute. D'accord ? Donc, en moyenne, chez un individu, le débit cardiaque, il est de 5 litres par minute, sachant que chez une femme, en moyenne, la quantité de sang que on trouve dans le corps d'une femme, c'est 4 à 5 litres, et pour un homme, c'est entre 5 et 6 litres. Sachant que pour une femme enceinte, la quantité de sang, elle augmente, et elle va plutôt être de 5 à 6 litres. Donc, vous vous rendez compte, en fait, qu'en 1 minute, votre cœur, il est capable d'éjecter en fait la totalité du sang que vous retrouvez dans le corps d'une personne, à peu près. Voilà, nous avons fini pour la description des aspects mécaniques de la contraction cardiaque et des explications de comment le sang circule dans le cœur et pourquoi il a un seul sens de circulation et il ne revient pas en arrière. Et donc la prochaine fois que nous rediscuterons, ce sera pour parler de l'activité électrique du cœur qui est responsable en fait de sa contraction. Je vous remercie pour votre attention.